Bonjour les amis. Alors, est-ce que la maladie que nous donne Spike, que nous a donné le vaccin, est-elle guérissable ou pas? Certains disent que oui et nous proposent des traitements que je prends pour l'instant sans aucun résultat. Mais je vais continuer. Alors, le message urgent de Robert Kennedy Jr. à tous les peuples du monde. Si un symptôme vaccinal se développe après une vaccination à l'ARN messager, ni moi, ni aucun autre thérapeute ne pourront vous aider, car les dommages causés seront génétiquement irréversibles. Alors effectivement, je vous ai déjà parlé, je vous remettrai le lien de la précédente vidéo que j'avais fait de Simplicure. Éliminer la protéine Spike, approche et méthode après une infection Covid-19 ou post-vaccination. Alors, je continue en vous relayant la totalité de cette vidéo parce que je pense qu'elle est extrêmement intéressante à voir. Alors, je le répète, tout ce qu'il préconise, je le fais. Tout ce que me préconise le professeur Perron, je le fais. Tout ce que me préconise le professeur Campbell, je le fais. Mais pour l'instant, que je le répète, pas encore de résultats probants. Mais je lâche pas le morceau. Bientôt une autre vidéo où je vais vous montrer la totalité de ce que je prends, mais pour tout, tout ce qui me concerne et qui ne concerne que moi, donc ne me copiez pas sans l'avis de votre médecin. Quand je dis tout ce qui me concerne, c'est le risque, bien sûr, dû à Spike, bloquer les voies métaboliques du cancer, empêcher les calculs rénaux et empêcher mes tremblements. Voilà, tout ceci j'ai séparé en deux et je vous donnerai la totalité des produits naturels que je prends une fois tous les 2 jours ou des fois une fois tous les jours. Merci les amis. Regardez l'intervenant Bertrand Kimmel. Merci les amis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire sur éliminer la protéine Spike, approche et méthode après une infection Covid-19 ou post-vaccination qu'on vous offre aujourd'hui chez Simplicure. Et nous avons l'honneur d'accueillir Bertrand Kimmel qui nous accompagnera aujourd'hui, donc qui est médecin référent et conseiller scientifique de plusieurs laboratoires de micronutrition, dont notamment le laboratoire Euroform. Bonjour Bertrand. Bonjour Alice. Vous allez bien? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Avant de vous laisser la parole pour vous présenter et faire ce beau webinaire, je vais juste faire quelques petits rappels sur le fonctionnement de BioMarker. Vous avez bien sûr la possibilité de nous poser toutes vos questions sur la bande blanche sur la droite de votre écran, donc dans les rubriques discussion et puis Q&A pour questions et réponses. Je vais maintenant laisser la parole à Bertrand pour ce webinaire. Merci Alice. Étant médecin généraliste depuis les années 90 dans la micronutrition, j'ai la particularité d'être actif dans mon 2 cabinets médicaux, ce qui permet d'être en relation permanente avec une patientèle toujours demandeuse de ma prise en charge sur le plan micronutritionnel et fonctionnel. Donc nous attaquons tout de suite ce diaporama que je n'arrive pas à lancer. Non, c'est pas ça du tout. Là, attendez, moi des jours des problèmes un peu techniques. Là, je ne lance pas j'arrive pas à lancer le diaporama. Normalement, c'est bon, il est lancé.
Si jamais vous pouvez me dire aussi. Il n'y a pas le titre. Si vous pouvez revenir sur le titre, alors. Hop. Voilà. Voilà, très bien. Donc, spikeopathie, c'est une maladie nouvelle qu'on a à peine nommée et qui provient, si vous voulez, de la situation sanitaire après 2020 liée au Covid et à la vaccination. Alors, qu'est-ce que la spikeopathie? Eh bien, nous allons probablement répondre à des questions que vous êtes posées, tout comme moi, à savoir pourquoi certains symptômes du Covid persistent alors que l'organisme ne contient plus de virus. Ça touche quand même 1 Européen sur 30, soit à peu près 17 millions de personnes. En France, on a à peu près 2 millions de personnes qui sont touchées par des problèmes de spikeopathie. Pourquoi certaines personnes vaccinées ont un Covid long alors qu'ils n'ont pas été en contact avec le virus et comment nous pouvons répondre aux attentes de ces patients qui ont eu une infection Covid mal tolérée ou un vaccin mal toléré. Donc, cette pathologie découle probablement d'une accumulation de la protéine spike dans l'organisme, qu'elle soit d'origine virale ou vaccinale. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que cette pathologie n'est pas prête de se terminer puisque nous sommes encore en contact avec des variants du Covid-19 qui circulent encore. Donc, ce webinaire va comporter 4 parties. Une petite partie sur la protéine spike et le virus. On reviendra sur les mécanismes physiologiques et pathologiques surtout de la maladie. On parlera du devenir de la protéine spike dans l'organisme et nous finirons par le protocole de détoxification que j'utilise pour cette protéine spike au sein de ma patientèle. Alors tout d'abord les caractéristiques du virus. Vous savez qu'il est porteur de cette protéine spike et que c'est elle qui est responsable de la pénétration de la cellule. Qu'est-ce que c'est que cette protéine spike? Eh bien, c'est une protéine, un tridimère qui présente une conformation de préfusion, c'est-à-dire que le virus est incapable de pénétrer dans la cellule à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait une cascade d'événements qui se conduisent à la fusion des deux membranes cellules et virus. Et pour cela, nous avons des intervenants, notamment une sérine protéase cellulaire qui active cette protéine S. Et nous aurons également une protéase tissulaire, la furine, qui va permettre enfin au virus de pénétrer dans la cellule. Nous verrons ces deux éléments importants avec un oligoélément qui peut bloquer ces deux systèmes. Et bien entendu, cette protéine de préfusion passe en postfusion pour permettre donc la diffusion du virus dans les cellules. Donc, vous voyez que les éléments importants de cette pénétration, c'est le récepteur ACE2. Et malheureusement, cette protéine spike peut se fixer sur d'autres récepteurs et qui vont entraîner toujours une pathologie inflammatoire, thromboembolique, avec des hypercoagulations, voire même des anomalies au niveau du métabolisme glucidique, avec notamment des intolérances au glucose, avec donc des insertions sur certains récepteurs spécifiques de la protéine spike. Alors, les mécanismes physiologiques potentiels de renforcement, nous verrons d'abord la protéine spike et sa spécificité. Nous verrons la notion des anticorps facilitants, le concept de quasi-espèce au niveau des virus ARN. Nous parlerons évidemment des réactions virales croisées qui ont été mises en évidence dans la spikeopathie. Ces fameux virus comme l'Epstein-Barr, cytomégalovirus et herpès. Et nous allons également voir les mécanismes d'auto-immunité avec la dysrégulation immunitaire et donc la formation d'anticorps et donc de déclenchement éventuel de maladies auto-immunes. Revenons sur la protéine spike vaccinale. Donc, celle-ci, malheureusement, provient d'un ARN messager modifié. Et pour permettre une innocuité de cette protéine spike vaccinale, on a participé à une mutation stabilisante de cette protéine de façon à éviter, évidemment, qu'elle soit toxique pour la cellule et également qu'elle soit immunogène. De ce fait, il y a un très grand risque de phénomène de potonisation de
cette maladie par les anticorps facilitants qu'on va voir par la suite, et il y a une possibilité d'inefficacité du vaccin par rapport aux variants qui ont été mis en évidence par la suite, comme Omicron par exemple. Donc, ces deux protéines S, vaccinales et virales, sont vraiment deux fausses jumelles. Elles ont par contre un effet toxique, pro-inflammatoire identique dans tous les tissus. La différence entre la protéine virale, c'est qu'elle est peu immunogène et qu'elle est rapidement dégradée au niveau de l'organisme. La protéine spike vaccinale, comme je vous l'ai dit, a été modifiée pour être beaucoup plus persistante dans l'organisme et avec les risques donc de potentialisation de la maladie et de l'inefficacité du vaccin. À savoir que cette protéine spike vaccinale n'est que sous la forme de préfusion pour éviter justement une toxicité. Alors, comment faire la différence entre les deux niveaux sanguins de ces protéines? Tout simplement, il y a un laboratoire allemand à Magdebourg qui dose ces protéines, qui en fait la différence et qui dose même cette protéine spike, on le verra dans différents tissus comme les selles, le sperme et le lait. On verra pourquoi à un moment ou à un autre, on aura peut-être besoin de ce type d'analyse. Alors, les anticorps facilitants, il y en a différents types. Je vous ai parlé de ceux qui étaient favorisés par une infection, par exemple, post-vaccinale, mais il y en a également d'autres avec des réactions immunitaires, avec des infections concomitantes. Et vous avez également le cas particulier des mastocytes, donc ces fameux syndromes mastocytaires, d'activation mastocytaire prolongée, qui peut déclencher la fabrication d'anticorps facilitants. Donc, la corollaire de tout ça, c'est que évidemment, ces anticorps facilitants vont augmenter le taux de pénétration des virus dans la cellule et donc activer éventuellement une maladie après un premier ou deuxième rappel. C'est ce qu'on a vécu. Il y a une exacerbation des Covid après les rappels de vaccins. Soit vous avez également la possibilité d'avoir ces anticorps facilitants après une deuxième infection Covid suite à une infection primaire. C'est ce qu'on a vu avec le variant Omicron. Ou alors après des virus à réaction croisée comme l'Epstein-Barr, le Zona et le cytomégalovirus. Alors, la notion de quasi-espèce, tout simplement, qu'on rencontre dans tous les virus ARN, peuvent également majorer la maladie. Pourquoi? Parce que d'un virus initial que vous voyez au niveau en noir, vous pouvez atteindre des sélections virales liées à la sélection du système immunitaire, à la pénétration des virus dans les cellules et évidemment avec les thérapeutiques qu'on met en route comme la vaccination ou voire même les médicaments antiviraux. Donc, les réactions croisées dont je vous citais ont été décrites évidemment dans les Covid sévères qui aggravent la maladie, mais on les a vues aussi au cours des spikopathies avec une réélévation des anticorps anti-EBV, avec une positivité des charges virales biologiques, notamment herpès, zona. Vous avez certainement eu le cas d'herpès ou de zona qui sortait au cours d'un Covid ou voire même en post-vaccination. Ce qui explique des signes cutanés, herpétiques, zona, et des douleurs neurologiques post-zostériennes, par exemple. Alors, dans la spikeopathie, on a donc des risques d'auto-immunité. Pourquoi? Parce que la protéine spike a des motifs similaires aux protéines humaines. Et donc, vous avez ce phénomène de mimétisme moléculaire qui va favoriser la production d'anticorps au sein de l'organisme et s'attaquer à ses propres organes. On a mis en évidence des facteurs antinucléaires, des anticorps anticardiolipines dans ce type de pathologie. Et nous avons très souvent des thyroïdites qui ont été décrites. Moi-même, au sein de mon cabinet, bien entendu, j'ai remarqué des recrudescences de maladies auto-immunes comme les polyarthrites ou les maladies intestinales inflammatoires. Il y a un autre mécanisme, sont les anticorps et les lymphocytes anti-idiotypes qui sont fabriqués par le biais de l'anticorps, c'est-à-dire du récepteur ACE2, et qui expliquent parfois des neuropathies. C'est-à-dire, par exemple, ces anticorps se fixent à la neuropiline qui va expliquer les syndromes paresthésiques des membres ou des neuropathies post-vaccinales, par exemple. Donc,
spikeopathie, Covid long, c'est le même combat, et donc il va falloir voir un peu ce que fait la protéine spike dans l'organisme. Alors on a des études qui montrent que dans un Covid aigu, la protéine spike circule, mais chute très rapidement, alors que dans on va dire les Covid longs, vous avez un taux élevé qui persiste de cette protéine spike, avec même des antigènes viraux qui sont encore détectés de façon permanente, voire même jusqu'à 12 mois après un Covid initial. Alors évidemment, les recherches ont été importantes sur ce Covid depuis son apparition. On a parlé du terrain avec un sexe féminin plus fréquent dans les Covid longs, des terrains atopiques qui expliquent les fameux syndromes d'activation mastocytaire mal contrôlés, un système HLA bien particulier sur certaines personnes. De là, on a mis en évidence des réponses immunitaires soit excessives, soit prolongées, soit inadaptées. Et on a mis en évidence ces fameux NETs, c'est-à-dire les polynucléaires neutrophiles, qui, on verra, vont aggraver et favoriser ce Covid long. Donc de là, cette protéine spike ou même des fragments viraux résiduels vont entraîner une situation, une dysimmunité qui va être liée à cette toxicité de la protéine spike, probablement directement ou indirectement en tous les cas. Et vous allez avoir tous ces phénomènes qu'on rencontre dans les Covid longs, notamment la formation de microcaillons, de microcaillots, la production excessive de radicaux libres du fait de l'inflammation avec la toxicité mitochondriale, et donc ces fameux syndromes d'activation mastocytaire complètement, on va dire, déséquilibrés, et évidemment les réactions croisées qu'on a vues. De là, on découvre des signes cliniques, et vous avez probablement ces patients qui décrivent un brouillard cérébral, des maux de tête, des troubles psychiques, et également des syndromes cutanés dans les fameux SAMA qu'on peut retrouver, avec même des anomalies au niveau du système autonome qui contrôle le système sympathique et parasympathique, par exemple avec une dysfonction de la thermorégulation, avec des gens qui présentent des sueurs, etc. Donc, au niveau du Covid long, nous avons mis en évidence une activation lymphocytaire très soutenue, qui peut être en relation avec une réaction croisée, comme on l'a vu, et qui est spécifique des typages lymphocytaires, qui suggère qu'il y a une infection virale mal résolue, et qui peut être mis en évidence évidemment par ce typage lymphocytaire ou par les charges virales qu'on recherche. Savoir qu'à un moment ou à un autre, cette activation lymphocytaire soutenue va faire que le système immunitaire va s'effondrer avec une chute des lymphocytes. Ici, je vous ai montré une réactivation d'Epstein-Barr virus par un patient que j'avais vu il y a une vingtaine d'années pour un cancer colorectal, et qui avait eu une poche et qui allait tout bien jusqu'à maintenant, et qui est venu me retrouver parce que il comprenait pas, il avait des diarrhées chroniques alors que jamais il avait eu des troubles depuis ces temps-ci. Et vous voyez qu'il y a une réactivation virale de cet Epstein-Barr. Il y a même une sérologie Helicobacter pylori que je fais systématiquement dans mes recherches et qui témoigne probablement d'une dysbiose intestinale, et vous avez un taux d'anticorps coronavirus qui est à 4700, alors que normalement ces vaccins datent de 2021. Donc il y a probablement une réactivation virale et donc un passage en Covid long. Donc, on va lui traiter ces problèmes, et on va mettre en route cette détoxification prochainement, puisque je vais le revoir bientôt. Alors, les polynucléaires neutrophiles, ce sont évidemment des cellules qui vont activer la détoxification de l'organisme, et notamment de l'ADN, et va entraîner une libération de cet ADN au niveau circulant. ADN circulant qui va fabriquer des auto-anticorps et qui vont encore entretenir la maladie. Ces polynucléaires ou ces NETs sont donc spécifiques de
la spiropathie. Et il y a même un brevet international qui est déposé par une équipe française qui se situe à Saint-Étienne pour avoir un test diagnostic de ce Covid long, puisque vous verrez que c'est pas toujours évident de poser le diagnostic de Covid long. Ces nets libèrent évidemment des brins d'ADN, mais libèrent également des tonnes de substances et donc qui sont plutôt qui favorisent le stress oxydatif et l'agrégation plaquettaire. Et donc, il est très intéressant à ce niveau-là d'utiliser des produits qui vont aller contre, c'est-à-dire des produits antioxydants comme le pterosylbène, je vous en parlerai tout à l'heure, et la nattokinase comme anticoagulant. Donc, ce sont le traitement idéal, c'est le traitement idéal pour la prévention des microthromboses d'origine immunologique. Alors, la spiropathie et cancer, vous avez probablement entendu ces fameux turbocancers qui apparaîtraient. Tout simplement, ma position là-dessus, c'est que les dernières études sur le cancer montrent que celui-ci est plutôt défini par un problème épigénétique plutôt qu'un côté génétique, puisqu'on a prouvé que l'ADN subissait d'énormément de modifications dans la seconde, toutes les secondes, et que notre corps est fait pour réparer cet ADN et neutraliser les cellules anormales. Tout ça dans un contexte de système immunitaire optimum, et ce qui n'est pas du tout le cas dans la spiropathie qui est vraiment surmenée. Et évidemment, cette spiropathie pourra probablement entraîner la formation de cellules anormales et donc des risques de cancérisation par la suite. D'où l'importance du microbiote, de la fonction mitochondriale pour lequel, vous savez, on pense que le cancer est aussi une maladie métabolique, et importance de l'environnement et de l'alimentation. Alors, dans le Covid long, il y a pratiquement toujours une inflammation. Celle-ci a été illustrée par le dosage de l'interféron et de l'interleukine 6. Et vous voyez que sur ce schéma, vous avez une persistance de l'interféron 8 mois après une infection Covid. Donc, ces marqueurs inflammatoires sont typiques du Covid. Et moi-même, je dose l'interleukine 6 pour préciser les choses. Alors, l'inflammation, elle est liée aussi au fameux syndrome d'activation mastocytaire qui est mal résolu, avec une production de cytokines très, très importante à tous les niveaux. C'est donc été bien étudié chez l'enfant et l'adulte et qui touche tous les organes. J'ai eu pour ma part 2 cas de fuite capillaire, de syndrome de fuite capillaire assez important, avec cette en phase aiguë ou en phase post-vaccinale. Et là, je vais illustrer mon propos par justement ce patient qui avait une toux persistante, qui avait eu ces 3 vaccins. Et vous voyez que j'avais déjà effectué à l'époque une détoxification, qui avait un taux d'anticorps vers les 79. Et devant cette persistance de toux et de troubles du transit, j'ai refait ma sérologie qui a montré un taux faramineux de 23 400. Il faut savoir que les études à notre disposition montrent que les variations sérologiques devraient se faire de l'ordre de 2004-2005. Donc là, vous voyez que vous avez un excès d'anticorps. Et dans les examens biologiques complémentaires que j'ai fait, j'ai dosé cette diamine oxydase, cette enzyme qui dégrade l'histamine, qui est déficiente chez ce patient, avec des IgE élevés. Donc c'est vraiment typique d'un Covid long par syndrome d'activation mastocytaire mal toléré, mal équilibré. Ici, un cas clinique de cette syndrome de fuite capillaire avec, vous voyez, un taux d'anticorps encore assez énorme et des dinimères élevés à 1700, donc un risque thromboembolique important, une
une hypoplaquétose au départ et une atteinte multifocale au niveau du rein avec une insuffisance rénale au niveau du foie et même au niveau cardiaque puisque ce patient a même fait une obturation coronarienne. Il a eu la chance que ça se passe devant l'hôpital et a été admis immédiatement pour dissoudre le caillou. Vous voyez que ce patient avait un taux de glutathion complètement effondré. Donc, il faut savoir que le glutathion, évidemment, baisse chaque fois que vous avez soit un Covid, soit un vaccin, et parce qu'il fait partie de l'élément fondamental de la détoxification hépatique. Donc, ces syndromes d'activation mastocytaire secondaire correspondent à une production d'histamine inappropriée et va se traduire par des signes cliniques un peu particuliers comme les flushs cutanés, l'urticaire, eczéma, enfin on ne sait pas trop, les troubles digestifs, les céphalées, les fatigues et donc le traitement de choix au niveau de la micronutrition et la quercétine qui a une action antioxydante, anti-inflammatoire et antihistaminique. Là-dessus, le desmodium a également une action antihistaminique, peut-être très intéressant. Et j'y associe en général les macérats de cassis en gémothérapie qui ont un effet cortico-light. Donc, pensez à ce syndrome mal adapté et dosez éventuellement la DAO en cas de suspicion. Alors, l'inflammation, elle provoque également la formation de microcaillots amyloïdes par l'intermédiaire du fibrinogène qui va se coaguler et donner des formes résistantes à la protéolyse. De ce fait, cette coagulation de fibrinogène va entraîner encore également des formations d'anticorps qui va aggraver évidemment la réaction inflammatoire et entraîner une mauvaise oxygénation des tissus et une dysfonction endothéliale, voire même cérébo-endothéliale, qui va se traduire par des signes cliniques comme la fatigue, les myalgies et les dysfonctionnements du système nerveux autonome avec les syndromes de tachycardie orthostatique posturaux qu'on a décrits dans les Covid longs. Donc, de façon continue dans le Covid long, on a une inflammation endothéliale pour laquelle il est important de traiter cette inflammation et de la prendre en compte pour éviter les complications. Pour ça, j'utilise un produit de chez Reform qui est le Natoform, qui était tiré du natto, comme on le sait, et qui est très connu des Japonais, un peu moins chez nous, mais en tous les cas, qui est un produit breveté qui va assurer une activité enzymatique maximale. Alors, en fonction de votre taux de dimère, si vous le faites, ou en fonction des symptômes, bien entendu, mais c'est un produit que j'ai utilisé systématiquement en post-Covid et ou voire en post-vaccination, à raison de 2 gélules en général, sauf si les dimères sont au-dessus de 2000, où là, j'utilise 4 gélules par jour. On peut d'ailleurs le coupler au cornouiller en gémothérapie à raison de 15 gouttes matin et soir. Voilà un risque de potentiation de la maladie, c'est la formation des syncytiums, c'est tout simplement une contamination d'une cellule infectée d'une cellule saine par une cellule infectée. On a retrouvé ça, ce mécanisme dans des gens qui avaient eu des autopsies avec présence de protéines spike au niveau cérébral, mais également au niveau en post-vaccination. Donc l'inflammation neuronale, elle est probablement liée aussi à la protéine spike qui contient des séquences d'acides aminés bien particulières qui sont de type prion et qui peut induire, si vous voulez, la formation de substances amyloïdes. Et donc, comme l'a bien mis en évidence le professeur Montagnier, on avait même des pathologies neurodégénératives qui se sont manifestées après vaccination. Donc cette neuroinflammation explique probablement les signes cliniques neuropsychiques et ce fameux brouillard cérébral, ces problèmes d'insomnie, ces troubles de l'humeur et de la concentration qui a bien été objectivé par de certaines équipes au niveau cérébral.
Donc, pour remédier à ces troubles neurologiques, j'utilise le lactoform neuro, qui pourquoi? Parce qu'il y a du GABA fermenté, donc qui est très bien biodisponible, qui va améliorer tous ces troubles du système nerveux végétatif et qui va être couplé à une psychobiotique qui est en l'occurrence le Bacillus coagulans, qui a prouvé son efficacité dans rééquilibrant le microbiote sur le stress et la dépression. Enfin, l'urolitine A va avoir une action sur le fonctionnement mitochondrial, puisque, a priori, ça a été validé. Dans toutes les études montrent que une des causes principales du Covid long est la dysfonction mitochondriale. Donc, la posologie, c'est une gélule matin et soir. Si vous avez des troubles d'insomnie, on peut donner les 2 gélules le soir au coucher pour son apport en GABA et aucune précaution d'emploi particulier, puisque ce lactobacillus coagulans résiste à la chaleur, à l'acidité gastrique, donc aucune précaution particulière, contrairement aux probiotiques classiques. Alors ici, j'ai fait un petit tableau récapitulatif de toute la toxicité de la protéine spike, sur lequel vous pourrez vous pencher. Et donc, très, très important de connaître les signes évocateurs de spikeopathie pour la rechercher, et notamment des signes cliniques sur lesquels on n'y pense pas forcément. Alors, je parle de la perte de cheveux, parce que j'ai eu pas mal de cas de ce que la fatigue, c'est plus une fatigue, mais c'est un épuisement. Des signes d'essoufflement avec des gens qui peuvent palpiter, notamment chez les sportifs. J'ai été médecin du sport, j'ai eu plusieurs fois des remarques que les sportifs n'avancent plus. Ils ont vraiment cette sensation d'oppression par intermittence, pas qu'en continu. Et puis évidemment tous les troubles neurologiques et psychologiques, sans oublier évidemment les troubles intestinaux, puisque vous savez qu'il y a 20% de récepteurs ACE2 dans les intestins et qu'on avait des formes intestinales pures de Covid. Et donc, ces fameuses douleurs générales, musculaires et articulaires. Donc, la biologie de base, on va dire, c'est pour remettre le doigt sur un Covid long, c'est ce qui est en rouge, avec des petits dosages spécifiques, comme les anticorps anticardiolipines. On aurait pu rajouter les anticorps antinucléaires, le dosage de l'interleukine 6, par exemple, le typage lymphocytaire pour ceux qui sont à l'aise dans l'interprétation. En deuxième intention, je vais m'intéresser surtout au stress oxydatif pour la toxicité mitochondriale, le coenzyme Q10 pour la fonction mitochondriale, et bien entendu le glutathion réduit oxydé pour voir la capacité de détoxification de la protéine spike au sein de l'organisme. La DAO pour les cas où vous suspectez un syndrome d'activation mastocytaire secondaire. En troisième intention, on l'a vu, c'est pour le dosage de la protéine spike, et pour ça, on verra plus tard, peut-être dans les années suivantes, ces dosages pour des problèmes plus lointains, on va dire. Ici, vous voyez une réactivation d'un viral par un variant. Et vous voyez que la sérologie, en général, qui évolue en 3 semaines, part de 20 jusqu'à 7600, avec une atteinte, si vous voulez, importante au niveau transaminase hépatique et musculaire. C'est un patient qui a une réactivation virale d'un Covid, d'un variant, et qui rentre tout doucement dans le Covid long, avec tous les signes cliniques que je vous ai décrits tout à l'heure. Alors, la spikeopathie, évidemment, il y a une petite controverse par rapport à l'inflammation. Il y a des cas de Covid long sans inflammation, et c'est pour ça que les recherches se sont portées sur la dysfonction mitochondriale, avec les répercussions également du microbiote par l'étude de ce microbiote qui a montré des différences. Et il ne faut pas oublier qu'il y a interaction entre mitochondries et que celle-ci parle à notre microbiote, d'où l'importance de rééquilibrer les deux choses en même temps. Cette toxicité mitochondriale a été mise en évidence par des analyses métabolomiques avec des dosages d'acides aminés, avec des dosages de taurine, de tryptophane, qui témoignent des carences en sérotonine, d'où l'intérêt éventuel de faire des dosages de neurotransmetteurs, mais également au niveau de la VO2 max qui chute et qui traduit un dysfonctionnement mitochondrial, avec une validation par des équipes de cardiologues à Oxford qui ont prouvé que la mitochondrie dans les globules blancs était inefficace pour produire de l'énergie et que les muscles ne pouvaient pas utiliser l'oxygène après exercice.
Donc, cet hypofonctionnement mitochondrial, on va y remédier. En tout cas, j'y remédie avec ce MitoActiveForm, produit innovant avec du PQQ qui va remonter le nombre de mitochondries dans les cellules, le NADH qui permet de fournir l'électron nécessaire pour démarrer la réaction de respiration mitochondriale et de la fourniture de l'ATP, et de la phosphatidylcholine importante, puisque la membrane mitochondriale est le lieu principal de la fourniture d'ATP. La posologie est en général une gélule matin et soir jusqu'à disparition des troubles. Et le trouble principal qu'il faut éliminer, c'est la fatigue chez les patients de Covid long. Le microbiote a été étudié avec une baisse de l'acide gras volatile de type butyrate, avec une diminution des bactéries qui participent à l'immunité et surtout une élévation des bactéries pro-inflammatoires, ce qui n'a pas été le cas dans les microbiotes de sujets guéris du Covid et qui ressemblent à des microbiotes de sujets sains. Alors, pour la dysbiose, j'utilise le Kefiform. C'est un produit que j'ai mis au point il y a pas mal d'années et qui fait intervenir du lait de jument fermenté par des grains de kéfir. Et vous verrez l'intérêt de ces grains de kéfir dans la slide prochaine. Donc, le curcuma, j'utilise essentiellement sous sa forme tétrahydrocurcumanoïde, c'est le THC, pas celui du système cannabinoïde, mais plutôt celui qui est un métabolite de la curcumine et qui doit être fabriqué par le microbiote. Or, on est dans un cas où le microbiote est déséquilibré, donc c'est pour cela que j'utilise directement le THC. Il n'y a pas besoin d'action du microbiote pour avoir un effet anti-inflammatoire. La posologie, c'est une gélule matin et soir avant le repas. Et là, il faudra tenir compte de la préservation de ce Kefiform plutôt dans un endroit frais pour préserver toutes ces bactéries que vous voyez sur cette composition du grain de kéfir qui est énorme, qui est une diversité majeure importante et qui contient des levures. Alors, phénomène important pour moi en tous les cas et peu connu parce que ces levures qui sont bénéfiques, hein, on ne parle pas du candida pour lequel je me bats également pour éliminer les candidoses digestives suite à des Covid ou dans le cas de Covid long. Mais ces levures contiennent des enzymes, des cytochromes qu'on connaît pour la détoxification hépatique, mais elles sont incorporées dans ces levures, d'où l'intérêt d'utiliser ce Kefiform dans ce processus de détoxification. Alors, les signes cliniques, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif par rapport à chaque on va dire, signes cliniques que vos patients présentent. Quel est, on va dire, pour moi, les principaux micronutriments et produits que j'utilise. Voilà, ce sont mes recettes, on va dire, que j'utilise depuis le début de la pandémie et qui sont très efficaces, puisque dans ma clientèle, les seuls cas de Covid non que j'ai eu sont sortis d'affaires depuis un bon moment. Alors, pareil, à ce niveau-là, j'insiste sur les syndromes vasculaires parce que, évidemment, là, il ne faut pas oublier les oméga 3. Hein, alors, j'utilise une forme particulière d'oméga 3 qui provient du calanus. Et donc, ne pas oublier que le reste est important au niveau micronutritionnel. Donc, protocole de détox de la protéine Spike, elle comporte différents éléments, à savoir, d'une part, augmenter l'immunité, ou en tous les cas, la remettre sur pied avec, comme je vous l'ai dit, le Kefiform qui est un symbiotique. Mais j'utilise aussi, évidemment, la vitamine D, dont on connaît le pouvoir immunostimulant, et la mycothérapie. Alors, pour mobiliser cette protéine Spike, j'utilise le magnésium. On verra pourquoi. Bien entendu, les plantes classiques de la détox, c'est notamment le desmodium et le glutathion. Et enfin, une molécule un peu moins connue qui est le pérostilbène, qui a une action sur le stress oxydatif et l'inflammation endothéliale qui sont constants dans cette spikeopathie. Alors, un petit mot sur le magnésium et la spikeopathie. C'est un oligomère, je vous rappelle, qui rentre dans plus de 350 réactions enzymatiques et qui a un effet positif sur pas mal de signes cliniques qu'on a vus précédemment. D'où l'intérêt d'utiliser ce magnésium. Alors,
bien entendu, la supplémentation en magnésium devra être optimale. Et l'autre intérêt de ce magnésium, c'est que nous sommes toujours sous la coupe d'une infection avec des mutants de Covid. Et la particularité du magnésium, c'est qu'il agit sur les protéines, les sérines protéases et la furine, qui permettent la pénétration du virus dans la cellule. D'où l'intérêt d'utiliser le magnésium, même en prévention. Donc, on va l'utiliser dans le protocole de détox, mais également dans la prévention d'une éventuelle réinfestation. Donc, vous voyez que ce magnésium, bien entendu, il faut qu'il soit biodisponible, donc aminocomplexé, et avec une tolérance optimale, et à des doses qui vont, en général, j'utilise 6 mg par kilo, soit pour le magnésium hyproforme que j'utilise, 3 gélules a priori pour 60 kg. Bien entendu, on augmente les doses au-delà du poids conseillé. Alors, le glutathion, c'est vraiment l'allié de la détox. Il agit évidemment sur les enzymes de phase 2 de détoxification au niveau de tous les xénobiotiques et donc de la protéine spike. On a en plus des études qui ont montré son action sur l'inflammation et pour éviter l'orage cytokinique, donc vont avoir une action sur les cytokines, va avoir une action sur la protection cardiovasculaire et régule l'apoptose en synergie avec la mitochondrie. Donc, vous voyez que le dosage de glutathion que j'effectue systématiquement chez moi, puisque je fais énormément de biologie fonctionnelle, je situe le taux à 1200 en glutathion réduit, c'est-à-dire libre, efficace, alors que cette patiente avait un taux à 733 en début de détox. Vous voyez que 10 mois après, elle n'est qu'à 1034 et pourtant, elle a eu du glutathion et elle a eu un peu de NAC également pour augmenter l'efficacité de la détox. Ce glutathion, il est dosé à 500 mg. Les apports recommandés, c'est 2 gélules par jour. Mais évidemment, si vous avez des glutations très bas, en dessous de 500, vous pouvez monter largement à 4 gélules par jour et y associer ou du NAC ou de la whey. Il faut savoir que le lactosérum augmente le taux de glutathion ou de la curcumine. Alors, le desmodium fait partie intégrante de mon protocole, évidemment, pour son côté, évidemment, protecteur hépatique, mais également antihistaminique, peu connu du desmodium, et antispasmodique pour les problèmes digestifs. Le dosage, c'est 2 gélules matin et soir. Si vous avez une anomalie hépatique, vous pouvez monter à 6 gélules sans problème. Et le desmodium est très important à ce niveau-là. Alors, le ptérosilbène, c'est une molécule peu connue encore, mais qui va détrôner, à mon avis, le resveratrol, puisqu'il est beaucoup plus biodisponible, de 7 à 10 fois plus. Et surtout, il a un champ d'action beaucoup plus large, avec une hépatoprotection, une neuroprotection, une cardioprotection. Il a même une action anti-âge en agissant sur des molécules qui sont les sirtuines et qui agissent comme effet anti-aging. Ne pas négliger l'effet anti-cancer et voir l'effet antidiabétique, puisque je vous ai dit qu'on pouvait déclencher une intolérance au glucose, qu'on peut mettre en évidence dans la biologie par le test de Homard dans les Covid longs d'ailleurs. Donc, ce réjuvéforme contient du ptérosilbène et va avoir une action antioxydante puisqu'il monte les enzymes SOD-GPX, il protège la mitochondrie. Donc, il va y avoir par ces 4 produits une synergie importante pour lutter sur tous les facteurs, on va dire, qui entraînent la spikeopathie. Le conseil d'utilisation, c'est une gélule matin et soir. Et ça durera le temps de votre détoxification. En général, ma détox, je la fais 4 mois et ensuite, en fonction un peu de l'évolution du titrage des anticorps, on peut la prolonger. Vous voyez, cette femme, elle en était déjà à 10 mois. Donc ça sera à vous à voir en fonction des symptômes cliniques, etc. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai récapitulé, on va dire, la prise en charge d'une part de la spéricopathie en noir avec traitement de la dysbiose, de la dysfonction mitochondriale, des microcaillots. Et ensuite, vous avez le protocole de détox de cette protéine spike qu'il ne faut pas oublier, puisque les symptômes risquent de persister si vous n'éliminez pas cette protéine spike de l'organisme.
Ici, un exemple de détox chez une patiente qui présentait un cancer et sur lequel je voulais absolument pas que son système immunitaire devienne défaillant. Vous voyez que au départ, on était au mois de juillet à 8400. Un mois après, on n'était plus qu'à 1800. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une diminution de la réaction immunitaire, enfin, pas un dérèglement du système immunitaire dans ce cas-là. Donc, la conclusion de ce webinaire est de savoir quelle est la conduite à tenir et que malheureusement, cette spikeopathie est une réalité et que la pathogénie a bien progressé et que malheureusement, on aura probablement des retards, des prises, des problèmes de complications dans les années futures parce qu'on n'est pas on connaît pas encore tout de cette protéine spike. Et bien entendu, la conduite à tenir est de prendre en charge les gens vaccinés, les gens vaccinés et qui sont encore asymptomatiques, en tous les cas pour le moment, et bien entendu les personnes qui ont fait plusieurs fois la maladie, et d'autant plus avec des variants différents, puisque il y a plus de probabilité d'évoluer vers des Covid longs. Donc, je vous conseille d'opter pour une stratégie anti-protéine spike dès maintenant et vous débarrasser de cette protéine au maximum. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Bertrand, c'était super intéressant, c'est un sujet passionnant et je pense que ça a beaucoup plu parce que je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions, donc merci énormément pour cette présentation. Avant